« 2 juillet 1947. Une explosion retentit dans la nuit du Nouveau-Mexique. Le lendemain, William McBrazel découvre sur son ranch les débris d'un objet inconnu éparpillé sur des centaines de mètres. Ainsi débute l'histoire de Roswell. Bonjour à tous ceux qui sont vivants, comme je l'ai entendu ce matin à la radio. Nous sommes aujourd'hui au Nouveau-Mexique, dans le désert du Nouveau-Mexique. Regardez si c'est pas magnifique. Le Nouveau-Mexique, si vous ne connaissez pas, c'est un état qui se trouve dans le sud des États-Unis, entre d'un côté l'Arizona et de l'autre le Texas. Vous avez tous forcément entendu parler de cette région. Vous l'avez vu à la télé, au cinéma. C'est pas loin d'ici qu'a été tournée la série Breaking Bad. C'est ici que se trouve la ville de Roswell qu'on va aller visiter. C'est ici que se trouvent certaines bases américaines de l'US Air Force les plus cachées. En tout cas, on démarre cette journée dans un décor hallucinant. 100 personnes, il y a le désert, il n'y a pas beaucoup de monde forcément. Alors on va évidemment aller voir la ville de Roswell et s'intéresser un petit peu à tout ce qui touche aux extraterrestres dans le coin. Mais avant ça, rappel des faits. Début juillet de l'année 1947, William McBrazel découvre sur son ranch des débris métalliques répandus sur une surface d'environ 80 mètres de large sur près d'1 kilomètre de long. Dans l'impossibilité d'identifier les débris, il les montre à la famille Proctor, propriétaire du ranch voisin, situé à quelques kilomètres. Ensemble, ils décident qu'il faut reporter l'incident au shérif du comté, George Wilcox. Nous sommes le 6 juillet 1947. Le shérif avertit à son tour la base militaire de Roswell, la Roswell Army Airfield. 2 militaires sont envoyés sur place pour examiner les débris, le major Jess Marcel et le capitaine Sheridan Cavitt. Ceux-ci ramènent des débris à la base de Roswell. Nous sommes le 7 juillet 1947. Le colonel Blanchard ordonne d'établir un cordon de sécurité sur le périmètre du crash. Les débris sont collectés par l'armée et ramenés temporairement sur la base de Roswell, avant d'être acheminés vers la base de Fort Worth, au Texas, pour examination. La même journée, le colonel Blanchard ordonne au lieutenant Walter Haute, porte-parole de la base militaire, de rédiger un communiqué officiel sur l'incident. L'armée de l'air annonce aujourd'hui qu'une soucoupe volante a été trouvée dans un ranch près de Roswell et est maintenant en la possession de l'armée. Les journaux et la radio s'empressent de diffuser la nouvelle. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. The disc landed at a ranch at Corona, New Mexico, and the rancher turned it over to the Air Force. Rancher W.W. Brazell was the man who discovered the saucer. Colonel William Blanchard of the Roswell Air Base refuses to give details of what the flying disc looks like. In the meantime, General Ramey describes the object as being of flimsy construction, almost like a box kite. He says that it was so battered that he was unable to determine whether it had a disc form. Ramey says that so far as can be determined, no one saw the object in the air, and he describes it as being made of some sort of tinfoil. Mais les Américains ont à peine le temps de s'enflammer qu'un second communiqué de presse arrive sur les bureaux des journalistes. Celui-ci provient du brigadier général Ramey de la base de Fort Worth. Après analyse, les débris retrouvés dans le ranch sont ceux d'un ballon météo et non ceux d'une soucoupe volante. Le colonel Blanchard s'est trompé. Une séance photo montrant les débris est organisée. Les journaux publient la conclusion de l'enquête. Nous sommes le 9 juillet 1947 et l'affaire Roswell est oubliée pendant plus de 30 ans. Bon, j'ai pas roulé 5 minutes que déjà je tombe sur une ferme abandonnée. Bon, faut juste que je m'assure que ce soit vraiment abandonné à 100% parce qu'aux États-Unis, dans cette partie des États-Unis, on aurait vite fait de se prendre un coup de fusil quand on est sur une propriété privée. Là, ça m'a vraiment l'air vieux.
on vit quand même à une époque extraordinaire, hein. Hier j'étais au Japon, j'étais à Tokyo, et là 24 heures plus tard, je me retrouve dans un désert au Nouveau-Mexique à explorer une ferme abandonnée. Ne vous fiez pas au décor, on a beau être dans le désert, il y a des cactus et tout, il fait genre 2 ou 3 degrés là seulement. Cette nuit quand je me suis réveillé, il faisait même moins 6 degrés, donc c'est vraiment très froid. Le bon côté c'est que j'ai pas à me soucier du coup des serpents, des scorpions et des bestioles comme ça. Là-bas on regagne la civilisation. Il serait pas trop tôt parce que ça fait plus de 2 heures que je roule et que j'ai vu personne, pas une seule personne en 2 heures. J'hallucine là, je viens de me taper des kilomètres de route dans le désert et la seule voie pour m'en sortir, c'est une propriété privée, mais merde. Et la route principale, elle est juste là-bas. Je vais être obligé d'y aller, puis si on me dit quelque chose, je m'excuserai, mais c'est tout quoi. Yes, j'ai réussi à m'en sortir. Il y avait 2 fermes sur le trajet, mais j'ai vu personne, donc personne m'a rien dit. Et je vous avoue que c'est pas très rassurant aux États-Unis de passer sur une propriété privée. Si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas encore à Roswell en train de vous parler d'extraterrestres et de théories du complot, c'est qu'il est nécessaire de comprendre que nous sommes au Nouveau-Mexique et pas ailleurs dans le monde. Au final, vous comprendrez pourquoi le crash de Roswell a eu lieu dans cette région et pas ailleurs. Le Nouveau-Mexique, c'est une vaste étendue de plus de 300 000 km². C'est plus grand par exemple que le Royaume-Uni ou l'Italie, et quasiment aussi grand que tout le Japon. C'est l'un des États les plus grands des États-Unis, mais en même temps l'un des moins peuplés. En 1947, la population ne dépassait pas les 600 000 habitants. C'est une région sèche, dans laquelle il ne pleut presque pas, et aussi très plate. Bref, le Nouveau-Mexique, c'est un immense désert. Et tout naturellement, c'est depuis des décennies un gigantesque terrain de jeu pour les scientifiques de l'armée américaine qui y réalisent toutes sortes de recherches et d'expériences secrètes. Vous voyez déjà où je veux en venir, mais on en reparle plus tard. Arriving at Magdalena. Je viens de m'arrêter dans un village, c'est le premier que je vois depuis un bout de temps. Il s'appelle apparemment Magdalena. Et alors là, c'est plus un voyage aux États-Unis que je fais, c'est carrément un voyage dans le temps. Regardez la gueule des maisons, des magasins. On n'est plus au 21e siècle, on est d'accord. Tout a l'air à moitié abandonné en plus. Putain, tout est tellement cliché avec les drapeaux américains devant la porte, les pick-up, les saloons. Il y a même un marché à l'office. On est dans un western en fait. Ce village figé dans le temps est l'occasion parfaite de vous parler de l'année 1947 et de la vie au Nouveau-Mexique à cette époque. En effet, à ce stade du récit, que vous soyez sceptique ou convaincu que les extraterrestres ont visité Roswell en 1947, vous devriez déjà vous poser plusieurs questions. La première, comment peut-on confondre un vaisseau spatial avec un ballon météo? Ensuite, pourquoi cette affaire n'a pas fait plus de bruit à l'époque? Et aussi, comment les gens ont-ils accepté aussi facilement le changement de discours de l'armée qui transforme un vaisseau extraterrestre en ballon météo en quelques heures? Voici quelques explications. En 1947, au Nouveau-Mexique, on n'avait pas la télé. Peu de personnes avaient le téléphone, et on s'informait par le biais de 2 journaux et de 2 stations de radio locales. Inutile de vous dire que l'information ne circulait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Mais surtout, à l'époque, on croyait ce que nous disaient les autorités. On avait confiance en son gouvernement. Ça peut paraître difficile à croire aujourd'hui, mais ce n'est que durant les années 60, durant la guerre du Vietnam, que les Américains ont commencé à douter en leurs responsables. Bref, 1947 était une époque sans trop de sensationnalisme, durant laquelle les gens étaient moins informés, avant la mode des théories du complot, et où l'on croyait ce qui était publié dans les journaux. On va revenir sur l'année 1947 très vite, car vous allez voir, c'est vraiment l'année idéale pour voir la naissance de l'affaire Roswell. On est à peut-être encore 5 ou 6 km de distance de là où je veux aller, et déjà ça a l'air ouf. Je vous montre pas tout de suite parce que ce serait un peu gâché, mais c'est très excitant. On se rapproche, oh, putain on se croirait vraiment dans un film.
On se croirait dans un film de science-fiction, c'est ouf. Bon. Je vous rappelle qu'on est dans le désert du Nouveau-Mexique. Cet endroit figurera sur la carte ici Japon, bien évidemment. Attention. Vous voyez les rails là? Ça sert à les transporter, les antennes. Elles font 25 mètres de diamètre et 230 tonnes et on arrive à les déplacer sur des rails comme ça pour faire de la maintenance par exemple. C'est putain d'impressionnant. Je viens d'arriver sur un parking, c'est un parking, une aire d'observation en fait. D'ici on voit toutes les paraboles et c'est encore plus ouf, mais vraiment d'où t'as ça en plein milieu du désert et d'où t'as personne surtout. Regardez-moi ça. Il n'y a pas une personne, je suis tout seul. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des milliers de personnes, des milliers de passionnés d'astronomie de partout dans le monde qui viennent ici pour voir ce spectacle? Franchement, c'est... Je viens de rentrer sur le site de l'observatoire. C'est tellement cool qu'ils autorisent les touristes à rentrer sur au moins une partie de la zone. C'est tellement cool. J'ai découvert cet endroit en voyant le film Contact avec Jodie Foster. Il est sorti en 97, donc j'ai dû le voir en 98 en cassette, un truc comme ça. Donc ça fait 20 ans que j'ai vu cet endroit et que je me suis dit putain, ça doit être trop bien. Detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Et du coup de me retrouver là, c'est tellement bien et on est vraiment proche. Là où je me trouve actuellement, ça s'appelle le Very Large Array, VLA. C'est un ensemble de 27 antennes radio et elles sont toutes connectées entre elles. Alors imaginez qu'une antenne fait 25 mètres de large et une fois qu'elles sont toutes connectées entre elles, elles regardent toutes au même endroit, au même moment. C'est comme s'il y avait une immense antenne qui faisait plusieurs centaines de mètres de large, qui regardait vers l'espace, qui envoyait des ondes radio vers l'espace. Et du coup depuis cet endroit on peut voir des trucs mais alors hallucinants, les galaxies lointaines, des trous noirs, tout ce que vous voulez, des étoiles, des planètes même. La plupart des éléments de l'univers qui sont pas visibles avec un télescope classique, puisque on peut pas voir quand il y a un nuage d'étoiles par exemple, on peut pas voir derrière parce qu'il y a trop de lumière ou parce que voilà, il y a des particules. Alors que les ondes radio, il n'y a pas vraiment de limite, on peut les envoyer au fin fond de l'univers à des millions d'années-lumière, des milliards d'années-lumière, et ça permet de voir énormément plus de choses qu'avec un télescope classique. On a tous vu des espèces de photos, des imageries qui ont été générées grâce à ces antennes. On a tous entendu parler de missions spatiales avec des satellites qui étaient envoyés au fin fond du système solaire et qui communiquaient jusqu'à la Terre. C'était grâce à ces antennes parfois. Elles ont même été utilisées à certains moments pour rechercher la vie extraterrestre dans d'autres galaxies en cherchant des fréquences radio un peu à droite à gauche. Même s'il est extrêmement difficile de rechercher la vie dans un univers aussi vaste, qui plus est de la vie intelligente, avouez que statistiquement, il y a très peu de chances pour qu'on soit seul dans l'univers. Aujourd'hui, on sait que la Voie lactée comprend au minimum 100 milliards de planètes. Et là, on parle juste de la Voie lactée, de notre galaxie. Le nombre de galaxies étant lui estimé aujourd'hui à environ 2000 milliards, ça voudrait dire, en gros, qu'on peut espérer trouver 200 000 milliards de planètes dans l'univers. Imaginez que même si seulement une planète sur 1 milliard recueille les conditions nécessaires à la formation de la vie, ça voudrait dire que 200 000 milliards d'entre elles sont potentiellement habitées. Évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour dire que penser que l'on n'est pas seul dans l'univers est loin d'être stupide. J'étais en train de rouler vers Roswell, mine de rien il y a presque 300 km, pas loin de 4 heures de route depuis le site des antennes radio. Et qu'est-ce que je vois? Je vois sur la droite à 5 miles d'ici, 7-8 km, un silo de missiles indiqué par un panneau. Et regardez ce qu'il y a marqué là, Trinity Site. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Trinity Site, c'est là que la première bombe nucléaire de l'histoire a été déclenchée. C'était les tests de la bombe nucléaire avant de les balancer sur le Japon. Et ce site, je pensais pas qu'il était accessible au public. Normalement, c'est sur un... Il y a énormément de bases militaires et normalement, ce site d'essai, c'est sur une base militaire. Je savais pas que c'était dans le coin, donc je suis... c'est une bonne surprise. On va tourner à droite, on va voir ce qu'il y a.
Bon, la route est barrée, on arrive sur une base militaire. Il y a des installations militaires un peu partout dans la montagne. À perte de vue, on voit des espèces de télescopes. Bon, apparemment, c'est des points de lancement pour des missiles nucléaires. On arrive à ce qui est pour moi la clé dans le dossier Roswell. La forte présence de l'armée au Nouveau-Mexique. Nous venons de voir que c'est près de Roswell qu'a été testée la première bombe atomique. C'est là aussi que se trouve la première base de missiles des États-Unis, White Sands. On sait qu'à la base de Kirkland ont été développés des systèmes de guidage laser dans les années 60, testés des systèmes à impulsion électromagnétique sur les avions dans les années 70 et 80, et bien d'autres choses encore. Certains parlent même de tunnels secrets et de ramifications du projet HARP visant à modifier la météo. Il est même difficile parfois de discerner le vrai du faux. Ceci par exemple, c'est une vraie arme et non un accessoire de cinéma. Ce qui est sûr, c'est que l'armée teste ses jouets dans le coin depuis très longtemps. Imaginez-vous en plus en 1947. Nous sommes juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide. Les États-Unis sont prêts à tout pour garder un avantage technologique sur l'URSS. Et le Nouveau-Mexique compte des dizaines de bases de l'armée, dont 8 bases majeures de l'Air Force. On imagine le nombre de tests, essais, expériences menés près de Roswell cette année. À ce moment, vous êtes peut-être convaincu que le crash de Roswell est en fait un ratage de l'armée. Et je vous avoue que c'est aussi ce que je me disais avant d'arriver à Roswell et de rencontrer Denis Balthaser, un ufologue qui va apporter pas mal de nuances à ce discours. Je viens d'arriver dans mon hôtel, c'est un hôtel Super 8, c'est une chaîne d'hôtels classique, rien à voir malheureusement avec le film Super 8 de J.J. Abrams. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, excellent film que je vous conseille, c'est dans la même vibe que Stranger Things. And action! Guys, watch out! Run! Go, go! Il n'est pas très tard, il est 8h10, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste recharger les batteries, enfin les batteries de la caméra, mes batteries aussi, mais les batteries de la caméra. Et puis je vais manger au Taco Bell, il y a un Taco Bell juste à côté, on va pas se faire chier, on va aller au Taco Bell. Ça passe le Taco Bell. Bah demain. Avant de rencontrer Denis Balthaser, il faut que je vous en dise plus sur l'affaire Roswell. Le 9 juillet 1947, suite au communiqué du brigadier général Ramey, plus personne ne parle d'extraterrestres. Ce n'est qu'en 1978, soit 31 ans plus tard, que des témoignages recueillis par les ufologues sèment le trouble. Car en effet, tout repose sur des témoignages. Celui de Jess Marcel d'abord, l'un des 2 premiers militaires envoyés sur le lieu des débris, qui affirme que ces débris étaient d'origine inconnue, faits de métal d'une résistance extraordinaire. Il affirmera aussi que les débris de ballons météo avec lesquels il pose sur les photos ne sont pas ceux qu'il a ramenés au brigadier général Ramey. Cette seconde affirmation en tout cas est crédible puisque nous le verrons plus tard, l'armée reconnaîtra que ce n'est pas un ballon météo qui a été récupéré dans le ranch de Brazel. À cela s'ajoute le témoignage de son fils, Jess Marcel Jr. Le major Marcel était tellement excité par cette découverte qu'avant de revenir à la base avec les débris collectés, il s'est arrêté chez lui à 2 h du matin pour réveiller sa famille et leur montrer le fameux métal. Jess Marcel Jr. confirme que le métal qu'il a eu entre les mains ne correspond pas à ce que l'on voit sur les photos officielles. Là encore, ce témoignage est plausible puisque l'armée changera sa version plus tard. À ceci s'ajoutent des dizaines d'autres témoignages recueillis par les ufologues qui ont multiplié les livres sur le sujet. Le plus troublant d'entre eux vient de Glenn Dennis. Le 8 juillet 1947, âgé de 22 ans, il était employé des pompes funèbres au Ballard Funeral Home à Roswell. Ce jour-là, il reçoit en l'espace de 45 minutes 2 coups de téléphone étranges venant de l'officier de la morgue de la base militaire de Roswell. Celui-ci lui demande d'abord la taille des plus petits cercueils hermétiques dont il dispose. Puis, lors du second appel, pose des questions sur le processus de conservation de corps restés plusieurs jours dans le désert et l'effet que les produits utilisés peuvent avoir sur les tissus, le sang, la composition chimique du corps, etc. Glenn Dennis raconte également qu'il s'est rendu plus tard à la base, qu'il y a vu les débris métalliques et surtout croisé une infirmière qu'il connaissait bien. Celle-ci l'a mise en garde de partir au plus vite avant de s'attirer des ennuis. Le lendemain matin, il se rencontre à nouveau et l'infirmière lui décrit qu'elle avait assisté à une autopsie et devait prendre des notes. Une expérience horrible selon elle. Elle lui décrit même les corps, petits,
gris, avec une grosse tête, de gros yeux et seulement 4 doigts à chaque main. Quelques jours plus tard, l'infirmière disparaît. Pour Glenn Dennis, qui n'a jamais voulu donner son nom, elle a été effacée par l'armée. Pour l'armée, elle n'a jamais existé et Glenn est un menteur. Enfin, notons le témoignage du lieutenant Walter Haut, celui qui a rédigé le premier communiqué de l'armée parlant de secoupe volante. Non seulement il place toute sa confiance dans le récit du major Jess Marcel, mais surtout il affirme avoir vu les corps des extraterrestres, lui aussi. Il le dira une première fois lors d'une interview avec Denis Balthazar, puis une seconde fois, avec beaucoup plus de détails, dans une lettre scellée qui n'a été ouverte qu'après sa mort. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell, au Nouveau-Mexique, comme officier de relations publiques. J'ai appris le 7 juillet que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'est écrasé. J'ai appris que de nouveaux rapports civils relatifs à un second emplacement au nord de Roswell étaient arrivés. Mardi matin, le 8 juillet, j'ai assisté à la réunion habituelle du personnel à 7h30. Quelques débris ont été passés autour de la table. Je n'avais jamais vu un tel matériau de toute ma vie. Des morceaux qui ressemblaient à des feuilles métalliques de l'épaisseur d'une feuille de papier, mais extrêmement résistantes. Personne ne fut capable d'identifier les débris du crash. Vers 9h30, le colonel Blanchard a téléphoné à mon bureau et a dicté le communiqué de presse déclarant que nous avions en notre possession un disque volant provenant d'un ranch au nord-ouest de Roswell. Le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé aussi bien au dehors qu'à l'intérieur. J'ai été autorisé, à une distance de sécurité, à observer pour la première fois les objets récupérés. Ça faisait environ 3,5 à 4,5 mètres de longueur, pas autant en largeur, et environ 1,8 mètre de haut, et plutôt en forme d'œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir 2 corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale, et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau et son équipage venu de l'espace. Ok, Roswell, on y est. Comme vous le savez tous, cette ville du Nouveau-Mexique est connue mondialement pour abriter la plus grande usine de mozzarella au monde. En effet, Roswell accueille l'usine de mozzarella, le Prino Foods. L'entreprise contrôle 85% du marché du fromage à pizza. Ses clients sont Pizza Hut, Domino's Pizza ou encore Papa John's. Non, plus sérieusement, on est là pour s'intéresser aux extraterrestres. Alors, est-ce que je crois au crash de Roswell, aux petits hommes verts, les choses comme ça? Je vais vous dire franchement, plutôt non, pas vraiment. Ma théorie, c'est plutôt que oui, il s'est passé quelque chose. Bon, ça c'est indéniable, les faits parlent d'eux-mêmes. Est-ce que ce sont des hommes verts? Je ne sais pas. On a clairement vu que le Nouveau-Mexique, c'était le terrain de jeu de l'armée américaine. Hein. C'est là qu'ils testent toute la nouvelle technologie qu'ils ont. C'est là qu'ils ont fait les essais pour la bombe atomique. Il y a des bases aériennes un peu partout. Roswell, c'est situé à 300 km de la ville la plus proche. On est au milieu du désert. Donc s'ils veulent faire des expériences, c'est vraiment dans le coin. Aujourd'hui, Roswell est devenu une attraction touristique. La préoccupation des habitants tourne plus autour des revenus générés par le tourisme que par l'histoire à l'origine de l'afflux de ces touristes. What I hope to share with you this morning, I knew some of the first-hand witnesses involved with the Roswell UFO crash back in 1947. I had long conversations with them before they died, and we'll share what they told me honestly. I won't try to convince you of anything, that's not my job. Denis Balthazar est un ancien ingénieur civil qui vit à Roswell. Il a côtoyé une bonne partie des témoins de l'affaire Roswell, recueilli leurs témoignages et mené l'enquête avec d'autres ufologues durant la moitié de sa vie. Durant les 2 heures que j'ai passées avec lui, il m'a résumé le résultat de plus de 30 ans de recherche personnelle et amené sur les lieux les plus importants de Roswell. Entre ce poteau et ce poteau derrière moi se trouvait l'hôpital de l'armée, et c'est dans cet hôpital, dans ce bâtiment ici, que se trouvaient a priori les corps des extraterrestres qui ont été retrouvés soi-disant dans l'épave de l'OVNI. Donc c'est un lieu assez iconique. Techniquement, donc j'étais debout là où en 1947 il y avait des extraterrestres. Donc c'est assez impressionnant. 2 secondes, il faut que je prenne une photo avec mon téléphone aussi.
Et si on regarde derrière moi, c'est une des pièces maîtresses de l'affaire Roswell. C'est un des derniers bâtiments qui est encore debout. C'est là apparemment que les extraterrestres, au nombre de 4, ont été exportés de Roswell après qu'on les ait retrouvés. Ils ont été déplacés dans l'Ohio et maintenant ils sont apparemment dans la zone 51, mais quand ils ont été sortis de Roswell et amenés en Ohio, les corps des extraterrestres ont été entreposés dans cet immeuble supposément. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que lire des articles ou regarder des vidéos sur un sujet, c'est très différent que de parler à quelqu'un qui connaît l'histoire sur le bout des doigts, qui a réponse à tout et qui est très convaincant. Dennis est un adepte de la théorie du complot. Il est certain que les aliens se sont écrasés près de Roswell et que l'armée essaye tant bien que mal d'étouffer l'affaire. Pour moi, c'est l'agent Mulder de X-Files dans la vraie vie, et un poil plus vieux. Et le fait est que Dennis se pose des questions très intéressantes dont voici selon moi les plus pertinentes. Question. En 1947, il était fréquent de récupérer des ballons météo. Ceux-ci étaient même tagués et les propriétaires de ranch savaient quoi faire et qui appeler s'ils en trouvaient un. Brazel et ses voisins savaient reconnaître un ballon météo, donc pourquoi ont-ils cru que c'était quelque chose d'autre? Réponse. C'était bien quelque chose d'autre, et on en aura la confirmation de l'armée plus tard. Question. Les soldats qui ont récupéré les débris étaient l'élite de l'armée américaine, les seuls autorisés à manipuler l'arme nucléaire. Comment ont-ils pu, eux, assimiler les débris trouvés à un vaisseau spatial si c'était autre chose? Pas de réponse. Question. Pourquoi les témoignages qui parlent des corps retrouvés décrivent la même morphologie alors que les témoins viennent de milieux différents et ne se connaissaient pas? Réponse. Soit ils ont vraiment vu des extraterrestres, soit ils se sont concertés sans qu'on le sache, soit, et c'est le plus probable, ils ont été influencés par d'autres récits qui existaient déjà dans la culture populaire à l'époque. Question. Si les militaires qui ont géré le dossier ont été aussi incompétents, en parlant d'abord de soucoupe volante puis en changeant de version, comment se fait-il qu'ils aient monté pour la plupart de façon fulgurante dans la hiérarchie de l'armée? Le colonel Blanchard, à l'origine du communiqué de presse, affirmant avoir trouvé un ovni, deviendra général 4 étoiles, vice-chief of staff de l'US Air Force. Belle carrière, sachant qu'il est décédé à 50 ans. Le brigadier général Remy, qui désamorce la théorie des aliens en 1947, est promu major général par le président Truman 6 mois plus tard. Le major Jess Marcel, enfin, devient lieutenant-colonel en décembre 1947 et il s'est rendu compte de sa promotion après coup. Celle-ci n'était pas prévue. Réponse. Toutes ces personnes ont su prouver soit leur valeur, soit leur loyauté, ou les deux. Question. Pourquoi l'armée nous a menti à plusieurs reprises? Je viens de m'arrêter sur la route 285 à 40 ou 50 km au nord de Roswell. Et si on regarde dans cette direction, à 5 ou 10 km par là, c'est là que se trouve le site du crash de Roswell. Enfin, l'un des deux sites, parce qu'il y a 2 sites soi-disant du crash. On ne peut pas y accéder parce que c'est sur des propriétés privées. Tout le désert en fait qu'on voit autour de moi, partout au Nouveau-Mexique, c'est que des propriétés immenses. Pour le bétail, c'est des ranchs et on peut pas y aller, donc impossible d'accéder, de marcher et d'accéder au site du crash. Avant que la nuit tombe, on va essayer de se diriger vers le site des débris, qui n'est pas non plus le site du crash, c'est encore autre chose, et c'est à peu près à 50 km encore d'ici, peut-être même un peu plus. On va se rapprocher le plus possible. Et c'est ici que notre périple s'arrête. Comme vous le voyez, je ne suis pas arrivé avant le coucher du soleil. Derrière moi, à quelques kilomètres, se trouve le site des débris, le fameux site où tout a commencé, où l'affaire de Roswell a commencé. On est à peu près à 150 km au nord-ouest de Roswell et à quelques kilomètres au sud de la petite ville du village de Corona. Alors derrière moi, une fois encore, c'est une propriété privée. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas accéder aux débris. Je sais qu'il y a quelques mois, les propriétaires du terrain ont ouvert une fois les portes aux touristes pour marquer le coup. J'étais pas au courant de l'occasion, sinon je pense que j'aurais pris un billet d'avion depuis le Japon exprès. Mais voilà, c'est l'endroit le plus proche auquel on peut accéder. Je pense qu'on aura vu aujourd'hui les gros sites qui ont marqué l'histoire de Roswell. Je suis extrêmement content d'avoir pu découvrir ça avec vous. Ce que j'ai découvert hier et aujourd'hui, c'était 2 des endroits que je voulais faire depuis très longtemps, donc je suis extrêmement content de ce voyage. Les gens ici au Nouveau-Mexique ont été extrêmement sympathiques avec moi.
Et le voyage n'est pas fini parce que je suis là encore pour 3 jours, donc prochaine vidéo, autre chose. Vous le savez, il y a encore énormément de choses à voir au Nouveau-Mexique. Cet endroit des États-Unis est absolument formidable. Je m'arrête là parce que cette conclusion est déjà trop longue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Il est maintenant temps pour moi de vous présenter mes conclusions. Mais avant ça, il faut quand même que je vous parle de la conclusion officielle de l'affaire Roswell, parce que oui, il y a une conclusion officielle qui émane de l'armée américaine, de l'US Air Force. J'ai nommé le projet Mogul. Dans les années 90, l'armée américaine a publié 2 rapports officiels expliquant que l'origine du crash de Roswell n'était en fait pas un ballon météo, comme il l'avait dit au départ, mais le fait d'un ballon du projet Mogul. Le projet Mogul, c'est un projet qui s'est déroulé entre fin juin et début juillet 1947, dont le but était d'envoyer de très gros ballons en haute altitude pour espionner la Russie à l'aide de matériel d'écoute. Ce que les Américains cherchaient à savoir, c'est si les Russes étaient en train de développer la bombe atomique ou pas, s'ils étaient en train de faire des essais nucléaires ou pas. Et en envoyant des ballons très haut, les Américains étaient censés pouvoir écouter ce qui se passait jusqu'en Russie, entendre s'il y avait des détonations nucléaires. C'est un projet qui a rapidement été abandonné par la suite au profit de nouvelles technologies pour détecter l'activité sismique, ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais voilà, l'explication qui a été donnée, c'est que l'un de ces gros ballons du projet Mogul s'est écrasé début juillet dans le ranch de Brazel. Alors c'est l'explication parfaite, puisque ça explique tous les témoignages qui ont dit que les débris qu'on a retrouvés n'étaient pas ceux d'un ballon météo, puisque ça n'était pas ceux d'un ballon météo. Et ça explique aussi que l'armée ait dû mentir pour cacher les activités, puisque le projet Mogul, pendant la guerre froide, était un projet classé top secret. Alors évidemment, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas de nombreux témoignages, notamment ceux qui parlent des corps qu'on a vus. L'armée explique ça en disant qu'il faisait aussi à cette période des tests en lâchant des crash test dummies, les espèces de mannequins qui absorbent les chocs pour tester un petit peu ce qui se passe quand on se prend des gros trucs dans la gueule. Et ils ont dit qu'ils lançaient ce genre de mannequins depuis haute altitude pour voir l'impact que ça avait sur le corps. C'est une explication qui ne convainc pas la majorité des ufologues, puisque ces mannequins étaient utilisés dans l'armée à partir de 1953 seulement, soit 6 ans après l'incident de Roswell. Mais l'armée explique ça par le fait que, et ça paraît logique encore une fois, tous les témoignages datent de plus de 30 ans après les événements, et la mémoire des gens, surtout que ce sont des personnes âgées qui ont témoigné, peut amener à confondre des éléments qui se sont passés en 1947 et plus tard dans les années 50, pourquoi pas. Pour certains qui ont mené l'enquête, il y a aussi d'autres choses qui ne collent pas vis-à-vis du projet Mogul, à savoir que le ballon qu'ils ont envoyé, soi-disant le ballon numéro 4 selon l'armée, avait été annulé tout simplement, et en plus, même s'il n'avait pas été annulé, il était programmé pour le 4 juin. Et ce sont des ballons qui sont censés voler juste quelques heures, 1 ou 2 journées, peut-être pas plus. Alors les retrouver 1 mois après dans un ranch, ça fait long, ça fait un très gros laps de temps pour un ballon comme ça. Alors peut-être qu'il s'agissait d'un autre ballon, le ballon numéro 9 par exemple, qui était envoyé début juillet, n'a jamais été retrouvé par l'armée non plus. Peut-être qu'ils ont fait une erreur dans les chiffres, laissons-leur le bénéfice du doute. En tout cas, le projet Mogul, c'est un petit peu le projet qui vient conclure cette affaire. C'est assez convaincant, on a envie d'y croire, et effectivement, beaucoup de gens y croient. Gardez à l'esprit que je vous ai montré juste les éléments et les témoignages qui me paraissaient les plus importants, mais il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter au dossier. On pourrait avoir des piles et des piles comme ça d'informations qui s'entassent. Je crois que les enquêteurs ont interrogé comme 350 témoins, ce qui est énorme, dont certains témoins qui étaient éloignés de l'affaire. Tous les témoignages, évidemment, ne vont pas exactement dans le même sens. C'est très difficile de démêler le vrai du faux. C'est difficile aussi de s'imaginer qu'il y ait autant de mensonges ou de faits qui sont rapportés de façon un petit peu aléatoire. On ne sait pas ce que les personnes ont à y gagner, puisque quand une personne témoigne, elle affirme qu'elle n'a pas reçu d'argent et que ça n'est pas bénéfique pour elle de témoigner, de dire qu'elle a vu par exemple les extraterrestres. Et on se dit d'ailleurs que avec son voisinage, ses collègues de travail, c'est plus forcément facile après, une fois qu'on dit qu'on a vu des extraterrestres, la vie peut être amenée à changer. Donc pourquoi autant de témoignages qui vont dans ce sens-là? Je peux me poser la question, on peut se poser la question. Alors qu'est-ce que je crois de tout ça? Alors déjà, mon postulat de départ sur ce genre d'affaires qui m'intéresse, je suis très sceptique. On ne peut pas dire que je crois qu'il y ait des extraterrestres qui viennent nous voir, tout comme je ne crois pas par exemple aux fantômes ou aux autres activités paranormales. J'applique un petit peu le même raisonnement à tout ce qui touche aux extraterrestres, au paranormal, voire même à la religion, à savoir que a priori
Pour moi, c'est pas la meilleure explication. Je ne ferme pas la porte, je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais à mon avis, il y a tellement d'autres explications qui peuvent expliquer un phénomène, un événement, une apparition ou n'importe quoi, que penser tout de suite aux extraterrestres, aux fantômes, à une intervention divine, pour moi, c'est plus la solution de facilité. En général, c'est qu'on n'a pas exploré toutes les autres pistes qui sont à côté. Et dans l'affaire Roswell, évidemment, les plus grands éléments à prendre en compte, c'est la situation géographique et la situation temporelle, à savoir qu'on se trouve en 1947, après la Seconde Guerre mondiale et pendant le tout début de la guerre froide, au Nouveau-Mexique, là où l'armée teste tous ses avions. Chaque année, même encore maintenant, il y a des prototypes d'avions, de fusées, de n'importe quelle arme ou technologie qui sont testés là-bas. Donc est-ce vraiment étonnant qu'on retrouve des débris de quelque chose qu'on ne connaisse pas dans le désert du Nouveau-Mexique? Évidemment non. L'affaire de Roswell, c'est quelque chose qui fait fantasmer, hein. C'est pas tous les jours que l'armée avoue avoir en sa possession une soucoupe volante, donc c'est un bon point de départ pour exciter tous les amateurs de science-fiction et tous ceux qui veulent croire. À ça se sont ajoutés aussi beaucoup de faux témoignages ou de pranks, par exemple la fausse autopsie qu'on avait vue sur TF1 d'ailleurs, présentée par Jacques Pradel. J'avais assisté à ça, je crois que c'était en 1995. Plus récemment encore, il y a eu l'affaire des diapositives de Roswell, qui pour le coup n'était pas basée sur de faux éléments, c'était juste une fausse interprétation de diapositives de momies qu'on avait retrouvé. La chaîne d'hygiène mentale en parle très bien dans une vidéo que je vais vous mettre en lien dans la description si j'y pense. Cette vidéo sur les diapositives, je vous la conseille vraiment parce que ça montre à quel point partir du principe qu'on veut croire en quelque chose, ça biaise la façon dont on interprète les éléments d'une enquête. Et la conclusion, c'est qu'il faut toujours avoir une approche sceptique quand on se pose des questions sur ce genre de choses, à savoir se demander qu'est-ce qui est l'explication la plus simple et la plus logique avant de se dire des extraterrestres sont parmi nous. Alors c'est la position sur laquelle j'étais avant d'aller à Roswell, la position sceptique, et je vous avoue que ça n'a pas vraiment changé, même si au fur et à mesure des témoignages que j'ai découverts, évidemment il y a beaucoup de choses qui m'ont paru étranges, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a aucune preuve matérielle, tout repose sur des témoignages, ce qui est très fin quand même, surtout quand on sait que les témoignages arrivent très longtemps après les faits, qu'ils sont faits par des personnes âgées ou par des personnes qui étaient à l'époque des enfants. Donc on peut douter de la fiabilité de la plupart de ces témoignages. Et n'oublions pas non plus, très important, que toute cette affaire vient en fait du fait que l'armée a donné son communiqué, a communiqué sur le fait qu'ils avaient trouvé une soucoupe volante. Ça peut être assimilé tout simplement à une erreur de bureaucratie ou d'interprétation qui n'a duré que quelques heures avant d'être corrigée, et de là-dessus part toute une affaire pendant des dizaines d'années. Personnellement, je trouve cette histoire fascinante de par sa complexité, de par tous les éléments qui peuvent venir influencer notre conclusion. Mais pour moi, pour conclure, pour ne pas vous laisser sur le je vous laisse vous faire votre propre idée, je ne pense pas qu'il y ait eu d'extraterrestres qui soient arrivés à Roswell. Pour moi, c'est le fruit d'une expérimentation ou d'un projet de l'armée qui a été perdu dans le désert. Projet mogul ou pas, je ne saurais pas vous dire. Selon les éléments qu'on a, ça paraît plausible, mais il y a quand même quelques petites choses qui viennent nous dire que ça pourrait être autre chose. On ne sait pas ce que l'armée testait, voulait cacher à ce moment-là, avec toutes les technologies qu'ils testaient, toutes les technologies même de l'armée allemande, hein, des nazis qu'ils avaient récupérés à cette époque. Ils devaient faire beaucoup de tests dont peut-être ils n'étaient pas fiers, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est quasiment sûr pour moi, c'est que ce qu'on a vu à Roswell, c'est un crash qui vient d'un projet ou d'une expérimentation de l'armée, et qu'ils ont essayé de cacher ça de façon très maladroite. Ou très à droite d'ailleurs, puisqu'on ne sait toujours pas avec certitude ce que c'était. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour le coup, c'est une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour vous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, d'autres points dans le même style, le monstre du Loch Ness par exemple, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai vu aucune maison et j'ai croisé une seule voiture sur les derniers 50 km, donc je sais pas trop où je vais dormir ce soir. L'aventure continue, bye.